fait qu'un patient puisse aller du lit au fauteuil. Alors, quand c'est un fauteuil de transfert, ça c'est différent parce que c'est pour le transférer d'un service à un autre ou d'un endroit à un autre. Mais souvent dans les fauteuils dits de repos, dans les chambres, certains considèrent que ça n'a aucun intérêt. Et en France, on considère que c'est un intérêt parce que c'est une évolution dans le, comment dirais-je, psychologique de l'état du patient. C'est-à-dire que s'il arrive à se mettre dans un canapé, entre guillemets, dans un fauteuil pour faire du repos, c'est que ça va un peu mieux quelque part. C'est une amélioration, c'est assez imagé ce que je dis, mais grosso modo c'est ça. Et il y a des cultures, certains pays ils disent non, non, il est dans le lit, il n'a pas d'intérêt, il redresse le lit en gros, puis il a pas besoin, bon, on lui met une vieille chaise s'il vaut, mais il n'y a pas d'intérêt pour eux dans leur culture. Alors après il y a ça, ensuite il y a des pays comme les pays beaucoup plus du sud de l'Europe qui n'ont pas les moyens, parce que ça a un coût. Et donc c'est plus dans les pays comme la France ou en Allemagne ou en Belgique ou en Angleterre on est peu, mais où là ils investissent un peu plus sur ce confort pour l'univers hospitalier. C'est une sorte de politique en fait. C'est un produit existant et on a des déformations au niveau du cuir à cet endroit-là. La partie de cuir faisait toute cette zone-là. Donc c'est un produit qui est ancien. Hein. Donc là aujourd'hui pour optimiser le cuir, parce que je marque des surfaces de cuir là, j'ai calculé les surfaces de cuir que je peux économiser, mais on ne les économise pas en termes de surface, on les économise en termes d'efficience. C'est-à-dire c'est la disposition des morceaux dans une peau qui va faire qu'on gagne du cuir ou qu'on en perd. Plus les morceaux sont grands, plus on va perdre de cuir. Donc il vaut mieux rajouter des coutures, c'est pour ça que là, avec un fil à plomb, c'est du plomb, hein. Je fais des formes en fait dans la partie qui est convexe ici, pour pouvoir faire une couture ici, qui va me permettre d'avoir une couture tout le long. Je ne fais jamais le travail entier, je travaille toujours à l'axe. Je ne travaille jamais le moulage complet. Sur une pièce qui est symétrique, aucun humain sur Terre n'est capable de faire le côté droit et le côté gauche exactement pareil. Donc il vaut mieux réussir très bien un côté, on est sûr au moins que l'autre sera bien. Donc là, moi je vais rajouter une couture sur toute cette partie-là. Ça va permettre de réduire ce problème qu'on a au niveau du cuir. Tous les fauteuils ont des formes différentes. On peut avoir des capitonnages, on peut avoir des soufflets, on peut avoir des couettes, on peut avoir une multitude de choses comme vous pourrez voir au showroom. Hein. Donc, et puis à chaque fois, c'est des heures et des heures et des heures de travail pour arriver au résultat final. Depuis le moment de passion du dessin, on commence à donner des coups de crayon un peu n'importe comment, parce que le départ, c'est pas du tout structuré. D'abord, je le dessine à la main sans me poser trop de questions. Et après, j'affine mon dessin au fur et à mesure des heures. Et une fois que mon dessin est fini, c'est à partir de là où je vais extraire des choses de ce dessin et les rendre vivantes, ces choses-là. L'aspect entretenir ce savoir-faire-là, parce qu'on a discuté avec David normalement, qui du coup est inquiet de voir ce savoir-faire-là disparaître, parce que très peu de jeunes voulaient s'orienter vers ça. Mais ce que je me dis quelque part, ce qui n'est pas dû à un manque de visibilité tout simplement. Et vous, pour le coup, sur LinkedIn, sur les réseaux, vous faites pas mal de vidéos. Et donc, est-ce que c'est juste purement une stratégie marketing où voilà, on se dit on va essayer de faire plus de ventes, tout ça, ou il y a quand même une volonté de préserver le savoir-faire et d'attirer des nouveaux talents? Donc effectivement, tout ce qu'on monte, c'est parce que justement, souvent, l'industrie a une image, les gens ne savent pas ce que c'est. Ou une image super négative. C'est ça, c'est l'usine morose. Voilà.
Donc on essaye de dire que voilà, finalement ça peut être aussi sympa que dans l'agroalimentaire, que dans une boulangerie ou je sais pas quoi. Ouais. Ils ont besoin de voir qu'on ouvre les portes, quoi. Qu'on dise voilà comment ça se passe, voilà, vous voyez, il y a des jeunes, des vieux, des anciens, rassurez-vous, voilà. Donc il y a la filière, il faut former les gens. Ça c'est sûr que si le mec il arrive avec certains métiers, même si comme on disait tout à l'heure, on peut les former, on ne pourra pas tout faire, on n'est pas une école. Ouais, c'est ça, vous êtes pas... Donc il faut entretenir les filières. Alors tout seul on ne fera rien, c'est pour ça qu'on essaye de s'unir avec d'autres pour essayer d'entretenir des filières. Et puis montrer le côté positif de l'industrie. Ce n'est pas les grandes chaînes où on fait toujours pareil. Non, il y a des choses qui évoluent, des nouveaux sièges, des nouveaux tissus qui sortent. Celui qui en a marre de faire ça, qui dit moi je voudrais apprendre à faire un autre truc, on va peut-être trouver une solution, on va te former, tu vas partir là-bas. Quelqu'un qui ferait ici en production, qui voudrait travailler au bureau d'études, pourquoi pas? Peut-être qu'il faudrait qu'il retourne faire une formation, mais il aurait kiffé, je ne sais pas, la métallurgie, en disant tiens, j'ai travaillé le métal et tout, j'aime bien, mais j'aimerais travailler à la conception du siège avant que je le fabrique. Ok, pas de problème, t'as fait quoi, machin, on va t'aider, on va aller à l'école du design des Landes, on va peut-être trouver des filières, tu vas faire un stage, on connaît d'autres gens, enfin voilà, celui qui veut, on a des solutions quoi, on peut l'aider. Ça fait 4 ans que je suis passé en soudure, j'avais envie d'essayer et je suis arrivé presque du premier coup. D'accord, très bien. C'est à la portée de beaucoup de monde parce qu'il suffit juste d'être assidu, minutieux dans son travail. C'est pas quelque chose que tout le monde arrive à faire parce qu'il faut avoir un certain coup de main et une maîtrise de la géométrie en fait, de pouvoir coordonner des mouvements et tout ça. Mais c'est à la portée de tout le monde quasiment. Tu faisais quoi avant du coup de passer en poste de soudure Avant de passer en poste de soudure ici, j'étais un régleur sur le robot soudeur. D'accord, donc tu étais sur le... J'étais de l'autre côté. Automatisée Ouais, en fait, voilà. de la soudure. Et j'ai voulu essayer la version justement manuelle pour pouvoir être autonome dans mon travail. Pas être dépendant de la machine plutôt. Très bien. Après les difficultés de recrutement, alors sur les monteurs ici, c'est pas toujours évident. Parce que ça paraît être un métier simple, mais en fait c'est pas si simple que ça. Et donc du coup, et là, personne ne peut arriver en ayant le savoir-faire. C'est impossible parce que c'est spécifique. Ouais, donc forcément on arrive, on part de zéro. Il faut avoir envie, c'est pas tout le monde. C'est-à-dire qu'on se dit moi je sais pas faire, donc comment j'apprends? Et donc il faut avoir envie de faire ça. Et après, la partie soudure, on s'en sort plus ou moins, parce que dans la région, entre Toulouse, Biarritz et tout ça, il y a de l'aéronautique. Ouais, c'est pas le même. même, Oui, on en trouve. Alors le niveau en aéronautique est plus pointu, mais du coup on arrive à récupérer des personnes. En couture, on se démerde pas mal. C'est un poste qui n'est pas évident à recruter, puisqu'on a créé un collectif d'entreprises ici, donc un collectif qui s'appelle Casmo, et on a créé surtout, dans ce collectif, on essaye de faire des formations couturières ou couturiers, puisqu'on a eu des hommes, ensemble. C'est-à-dire ce collectif, avec la MFR, Maison Familiale et Rurale, va recruter des gens en reconversion ou qui n'ont pas de diplôme, qui veulent se lancer dans la couture. On va les accueillir, c'est comme une école, c'est sur 3 ou 4 mois, j'ai pu souvenir, où ils vont venir, en fait, le soir, prendre des cours ici, pendant 2-3 heures, tous les jours de la semaine, pendant un cycle. La semaine après, ils sont à l'école, entre guillemets, l'école MFR, Maison Familiale et Rurale, et après, ils vont faire des stages dans plusieurs entreprises du coin. Donc nous, on est l'école, et ils vont tourner dans plusieurs entreprises de l'ameublement pour travailler la couture. Donc avec des spécificités. Nous, le siège de bureau, le siège médicalisé, eux, ils vont faire des canapés ou autre chose. Ils vont toucher à tout et vont se former. Et l'an dernier, grâce à ça, on a recruté 2 collaborateurs, collaboratrices c'était. Et d'autres du coin ont recruté aussi. Donc en fait, on essaye de cultiver. Et là, voilà. Et ce collectif qu'on a créé, il sert aussi à ça. On a plein d'idées de se projeter. C'est aussi demain. Pas vraiment pour vendre, quoi qu'on peut, parce qu'on essaye de vendre ensemble des choses complémentaires, mais c'est surtout pour entretenir des filières de savoir-faire. Et comme ici c'est la capitale de la chaise et de l'ameublement, il faut essayer d'entretenir ces différentes filières. Et la couture, c'est névralgique, quoi. La couture et la garniture.
Sur l'offre bureau, on a je sais pas, une quinzaine de revêtements. Et à l'intérieur de chaque revêtement, on propose sur le catalogue, je sais pas, entre 5 et 8 couleurs. Mais ça peut arriver, alors pour un siège on ne le fera pas, mais ça peut arriver qu'il y en ait un qui nous dise est-ce que ce revêtement, comme vous le faites, c'est-à-dire que vous le maîtrisez, alors qu'il soit rose ou vert, on s'en fout nous. Enfin, c'est la même maîtrise en technique. Mais je le voudrais vert pomme, j'ai vu qu'il existait dans le nuancier du fournisseur. Notamment c'est les archis qui demandent ça des fois. Bon bah on va le faire vert pomme, s'il existe on va le faire. Donc on va faire entrer le tissu pour lui et on va le travailler. Nous ça ne change rien parce que comme on ne stocke pas le produit découpé, on stocke le rouleau, bah on va aller acheter juste le rouleau qu'il nous faut, 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres. Et après ça rentre dans le process de fabrication. Des gens dont les proches, soit les parents ou autres, sont allés à l'hôpital. Et comme nous, on fait beaucoup de sièges médicalisés qui sont à côté du lit, dans la chambre, des sièges de repos, ce qu'on appelle. Il y a des sièges de transfert, des sièges de repos, il y a plusieurs typologies de sièges. Et ils étaient trop bien sur ce siège. Et en fait, il y a des gens qui nous envoient des mails tous les jours. Ah, ma soeur, mon père, mon grand-père, je sais pas quoi. C'était sur un siège, j'ai vu, c'était marqué Navaille, je veux le même à la maison. Donc ça nous arrive. Bon, après, quand ils voient le prix, évidemment, ils ne se rendent pas compte que c'est technique, voilà. Mais voilà, le particulier en soi peut un peu acheter chez nous, il n'y a pas de problème, on a un catalogue, il n'y a pas de souci. Mais bon, on va dire 99,9% c'est du professionnel. Voilà. Mais le particulier est le bienvenu. Très bien. Donc après, une fois que mon programme il est rentré et que je suis prêt à y aller, j'ai mon tube, je l'essuie pour le dégraisser en fait, d'accord. Je le présente dans la machine. Hop. Une petite pression sur les boutons. Une deuxième pression. Voilà, ça façonne. Là, on est sur de la pièce relativement simple. Celle-là, elle fait de la pièce simple. À côté, je ne vais pas pouvoir te faire voir parce que j'ai rien en cours. Mais tu vois, par exemple, tu as une pièce qui est sur le... Si je peux te faire voir, si tu veux. Alors, on est sur de la pièce un peu plus compliquée, si tu veux. Ah oui, d'accord. Tu vois, là, tu as du cambrage de partout. Là, celle-là, elle tourne dans tous les sens. Alors que là, c'est vraiment... Là, tu vois, elle reste c'est à plat, en fait. D'accord. Ça cintre à plat. Alors que là-bas, elle, je te dis... Elle a une rotation, celle-là, elle tourne dans tous les sens, elle change. Là, je travaille sur 2 têtes, alors que là, je travaille que sur une tête. Okay. Et il faut être formé pour pouvoir utiliser sur des machines parce que j'ai été formé en interne. En interne? Ouais, en interne. D'accord. Moi, j'étais soudeur à la base. Je ne sais pas si tu es passé là-bas. Ouais, je suis resté 5 ans soudeur et j'ai eu l'opportunité la personne qui était à ma place a été upgradée. Et du coup, moi, on m'a offert la possibilité d'essayer. Je suis pas trop bête, on va dire, j'ai réussi à capter le truc. Ouais. Et tu préfères ça à la soudure ou que... Alors j'adorais la soudure, mais la soudure, j'évoluais plus, si tu veux. Sur les temps, moi, je pouvais plus battre mes temps. En vitesse, j'étais à l'opti, tu vois, j'étais au max. La qualité de soudure aussi, parce que c'est de la série, donc on fait tout le temps les mêmes soudures. Donc je prenais du plaisir à faire mon métier. Mais, tu voulais quelque chose de nouveau. Mais je voulais, voilà, je m'embêtais, donc plutôt que de partir, on m'a proposé ça. Génial. Ce qui est bien parce que là tu me vois sur cette machine-là, mais je suis sur toutes les machines. Bertrand, lui, il est sur tout ce qui est presse, d'accord. Moi, après, je suis sur la cisaille de l'autre côté, il y a une enrouleuse. Je suis sur ces 2 machines-là. Je suis sur l'ITS que tu m'as vu ce matin, là, en face des robots. J'ai une autre cintreuse là-bas, une autre cintreuse là. Tu vois, ça me permet... Ouais, donc là, tu gères, moi, je gère un parc de machines. Ouais, voilà, exactement. Là, je suis tout seul à travailler dessus. Mais quand on a beaucoup d'activités, on met 1 ou 2 personnes avec moi. Et là, autant, tu vois, je façonne, je fais les pièces, que quand il y a vraiment de l'activité, je fais que du réglage en fait. Je règle, je mets la personne dessus, je lui explique comment ça se passe, et puis elle le fait, et moi je passe une autre machine, puisque comme c'est des séries, si tu veux, à chaque fois on change de série, on change de réglage. D'accord, ouais, donc tu fais tout d'un coup, et après on passe à une autre. Ouais, c'est ça. Ouais. Moi je règle, je mets la personne, elle fait sa série, pendant que moi je règle une
une autre bécane et une fois qu'elle a fini sa série, tac, je la mets sur une autre machine. Très bien. Et je tourne comme ça sur toutes les machines. Toutes les machines, d'accord. Super. Ce qui est pas mal intéressant parce Bah que au niveau de soudure c'est pareil, tu vois, c'est claustrophobique. Je te dis c'est bien, la Ouais, soudure c'est- c'est très intéressant. Ça a ses avantages et ses limites. Voilà, forcément. exactement. Ouais. Bon, tu restes dans le truc. Moi j'aime bien voir du monde, j'aime bien discuter. Ouais, bah oui, tu sors un peu de ta bulle. En C'est vrai sortant que. du boulot, tu vois, mais on bosse, mais on discute quand même. Alors que là-bas, exactement, c'est ça, c'est dans un aquarium, t'es dans ta bulle. Ce qui est bien aussi, hein, t'es concentré, tu fais ton truc. Mais au bout de 5 ans, moi je devenais un peu schizophrène. C'est ça. Et on essaye de mettre en place de la seconde vie qu'on récupère chez le client. Ça, c'est le projet qui est en cours. C'est assez compliqué parce qu'il faut arriver à les identifier. Je m'explique. Celui qui est dans une entreprise qui déménage, déjà, c'est peut-être pas lui qui a acheté les sièges il y a 5 ou 10 ans. Tous les sièges avant, on n'avait pas forcément l'étiquette. Souvent c'est un déménageur qui vient, lui il n'en a rien à faire, quoi. C'est ça, ouais. Et voilà. Donc on travaille avec Valdelia là-dessus, on travaille avec le FCBA qui fait des audits notamment sur EFG et d'autres choses. Et c'est de trouver comment on peut définir des sièges de seconde vie et potentiellement on est plusieurs à réfléchir à ça, à créer un label. Parce que le problème c'est que dans la seconde vie il y a de tout. Ça veut dire quoi seconde vie? Ça peut être un truc qui est complètement en mauvais état, mais nous on ne peut pas se permettre de revendre un truc navaille en mauvais état. Ça peut être quelque chose de seconde vie d'occasion, mais il faudrait qu'on puisse prouver que c'est une seconde vie, navaille bien sûr, et qui garantit quand même un minimum de satisfaction client, Ouais, comme une bonne occasion. Je ne sais pas ça, comment ouais. expliquer une voiture, comme une garantie Voilà. de occasion. Avec un niveau d'usure, quand ce qui a été Voilà. fait dessus. Et ça c'est compliqué parce qu'il n'y a aucune norme. Aujourd'hui tout le monde lance des secondes vies, mais il y a de tout dans les secondes vies. Et souvent les secondes vies ils bradent les prix, mais c'est pas ça la seconde vie normalement. L'idée c'est de dire, il a déjà vécu, on l'a recustomisé, c'est-à-dire qu'on a changé le tissu, les roues, ça fonctionne, mais c'est pas neuf. Mais comme ça repart pour un tour, quoi. Voilà, on peut le garantir. Et donc on ne peut pas vous faire moins 50. Ouais. Parce que derrière, il a fallu le récupérer, changer le tissu, il y a du travail, il y a industriel derrière. Nous, on peut le faire sur nos sièges, mais ce n'est pas notre vocation de le faire sur d'autres sièges, on n'a pas le temps. Donc ce qu'il faut, c'est arriver à trouver ce qu'ils appellent les gisements, où sont nos sièges. Alors ça paraît simple, mais oui, mais ça peut bouger les boîtes, etc. Il n'y a pas de traceur dessus. Il n'y a pas de tracker dessus. Donc, et puis souvent, le mec il jette, il ne s'en occupe pas. Donc c'est compliqué. Mais on essaye de mettre ça en place, mais c'est pas évident, surtout quand on travaille avec des intermédiaires. Si on n'avait que des clients en direct, moi j'ai revendu un revendeur, je sais plus ou moins à qui il va le vendre, mais après j'ai pas la trace, j'ai pas la facture, j'ai la facture du revendeur. Et lui il a revendu à des fois je sais pas à qui. Donc c'est compliqué des fois. Parce que je le facture lui et pas le client final. C'est ça. Donc c'est un peu compliqué de récupérer. Mais en tout cas c'est un chantier qui est en œuvre avec Valdelia, avec FCBA, etc. pour essayer de voir comment créer un label, comment faire. Et quitte à s'entraider avec plusieurs industriels aussi. Ouais, former justement pour créer ce label-là. Moi je pense qu'il y a plusieurs années de travail, hein. Ouais. Mais c'est une volonté et je trouve ça très bien parce que nous dans la conception il y a des tas de sièges qu'on pourrait customiser. Ouais, tout à fait. Vu qu'on maîtrise le garnissage, donc on sait refaire une assise, un dossier, changer les roues. Utiliser toute la chaîne de valeur, toute la chaîne de Donc, création. en soi dans le projet c'est de recréer un petit atelier comme on a vu, un atelier prototypage. Il pourrait y avoir ici un atelier seconde vie. Maintenant il faut arriver à le récupérer. Ouais. Le valoriser, et il nous faudrait un genre de label derrière parce que il faut dire attendez, nous il est labellisé parce qu'il a fait tel chemin, il est garanti, etc. C'est pas on ne rate pas des trucs comme ça, quoi. Ouais, tamponner seconde vie. Seconde vie et où on s'en fout de la marque parce que de toute façon c'est du pas cher. Non, nous on peut pas vis-à-vis de Navaille, on peut pas faire ça. Donc il faut qu'on le fasse comme il faut.